Rendez-vous sur Showtime. C'est celui qui part dessus. Moi, je donne Denis Bouanga, qui est niveau MVP. Avec le journaliste, le correspondant, la référence américaine et française aux États-Unis, Maxime Aubin, journaliste donc du coup et correspondant pour l'équipe aux États-Unis, qui suit actuellement au plus proche Victor Wembanyama, la pépite française, mais pas que. Tu suis un peu tout et tu as sorti un joli livre qui est juste là avec moi. Alors peut-être, pardon, il y a le flou, mais j'enlèverai après. Voilà, Road Trip Soccer, le livre donc aux éditions Amphora de Maxime Aubin, qui raconte donc du coup son voyage de New York à Seattle, au cœur de la culture US et surtout la culture américaine du foot, du soccer comme on appelle ça là-bas. Et donc voilà, on va pouvoir parler de ça, mais pas que. Je te laisse. Bonjour déjà, Maxime, comment ça va? Ouais, salut Romain, bonjour à tous. Ouais, pleine forme, écoute. On est là, en direct de San Antonio, Texas, donc je crois qu'on a quoi? On a 7 heures de différence, donc Ouais. au moment où on enregistre, il est à peine midi ici, mais ah ouais, tout va bien, pleine forme. Et là, ce soir, je pars couvrir un match des Spurs à San Antonio. Mais comme tu l'as dit, ouais, c'est pas mal de voyages, mon métier, beaucoup de basket, mais aussi beaucoup de foot. J'ai toujours été très fan de foot aussi. Mm. Donc, ouais, ça fait bientôt 10 ans que je suis là déjà. Avant à New York, maintenant au Texas. Mais ouais, j'ai beaucoup, beaucoup bougé, beaucoup couvert le développement du foot ici. Donc, ouais, c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, un peu pour faire un peu le bilan de ces 10 ans à couvrir le foot. Ouais. Ouais, je vois ça. D'ailleurs, fais-moi rêver, il fait combien chez toi là, à San Antonio? Et on est pas mal, tu sais, là, toute l'année, là, il fait 20-25. Bon, il y a que midi, ça va Ouais. encore monter un peu. Mm. Mais ouais, toute l'année, on est bien. Sauf l'été où c'est, pour le coup, là, c'est vraiment très, très chaud. Ça dépasse les 40. Ouais, Donc, en général, l'été, avec ma femme, on essaie de rentrer en France un peu pendant ouais, je juillet-août. comprends. Mais ouais, ouais, ça monte très vite, ouais. Et là, je reviens de New York où on était sous la neige, -5. Ah, ça a Ouais, dû te ouais. faire bizarre pour les valises. Ouais, je m'y suis habitué, hein. On est pas mal ici, hein. Short, Euh, t-shirt toute l'année ou presque. je comprends, je comprends. J'habite dans le sud, tu vois, mais il fait pas aussi chaud là. Première question déjà, bah, présente-nous ton parcours. Comment tu es arrivé à devenir, bah, journaliste sportif et ensuite correspondant aux États-Unis? Ouais. Tu as 3 heures devant toi? Vas-y, vas-y. Non, je vais essayer de faire court, mais je pense que ça peut, j'espère, inspirer quelques personnes parce que à la base, je suis pas du tout journaliste. À la base, j'ai fait une école de vente, j'ai été agent immobilier à Paris, quand OK. j'avais quoi? 23-24 ans. Tu es Ah, originaire de Paris ou pas? Non? non, je suis originaire de Saint-Étienne, donc Attends, forcément, attends, je te je coupe tout peux de suite. J'ai une grosse histoire un peu avec, Saint-Étienne aussi, ma copine actuelle, est de là-bas aussi, donc voilà. et ma famille, qui est d'originaire de Paris, est fan de Saint-Étienne, donc bon, voilà. Moi, je suis pas pour Saint-Étienne, mais je les suis régulièrement, je vais souvent au Chaudron, donc voilà. Maintenant, on a Timothée Chalamet qui est derrière nous aussi. Exactement, voilà, voilà. Non, mais ouais, Je te laisse reprendre. ouais, non, juste, bah, pour Saint-Étienne, c'est sûr que quand tu grandis dans cette ville-là, je pense que tout le monde le sait, mais c'est comme des villes comme Marseille, tu es obligé d'être fan de foot, en fait, donc j'ai Mmh, grandi biberonné à ça. Mais OK, pour faire court, du coup, ouais, j'étais à Paris, pour bosser, avant tout. J'ai très vite senti que le commerce, ça me plaisait pas du tout. OK. Et je sais pas, je réfléchissais à ce que je devais faire. Je savais que j'étais fan de sport, mais c'était pas encore très concret et clair dans ma tête que je devais faire du journalisme. Donc j'ai cherché, cherché, et puis j'ai fini par tout arrêter à 26 ans et je suis parti faire une licence de journalisme à l'école de Marseille, le JCAM. OK. Et en vrai, c'était super, c'était incroyable parce que c'était une licence, enfin un équivalent licence, donc bac+3, en quelques mois, en 8-9 mois, formation intense au journalisme, toutes les bases, comment faire un Une article, classe passerelle un peu? ouais, exactement, exactement. Donc je savais déjà plus ou moins écrire à peu près, mais je savais pas faire un article, je savais pas comment, enfin, Mmh. je connaissais pas ce métier, en fait. Et donc tout est parti de là. Franchement, ma vie a vraiment changé à partir de cette formation-là. Je me suis régalé à Marseille, en plus dans une ville qui est incroyable. Pour le foot et pour le reste aussi, même Mmh. pour le journalisme en général, parce que Tu marques des points là. ah non, mais il y a beaucoup d'originaux à Marseille, hein, tu le sais, hein, mais dans mon métier, c'était très intéressant d'aller faire de la couverture un peu locale. Donc voilà, j'enchaîne des stages, France 3, le Nouvel Obs, et je finis par un stage à New York. Un stage OK. dans un petit média français qui s'appelle French Morning. C'est Ouais. eux qui m'ont formé à tout, en fait. C'est un média français pour les expats à New York. Un petit Ouais, truc, tu mais en parles qui, beaucoup dans le livre d'ailleurs. bah, ouais, parce que c'est vraiment tout est passé, toute ma formation est passée par eux, en fait. Mmh. Voilà. Donc j'ai commencé là-bas
et ils m'ont embauché après mon stage. Je suis resté à New York, c'est Ouais. 2017, donc 9 ans. Et après ça, ben, quand le Covid est arrivé, j'avais déjà commencé à faire des petits articles de sport à droite à gauche. Et là, je me suis dit: «Est-ce que j'ai pas intérêt à me lancer en freelance et devenir vraiment journaliste sportif?» OK. J'ai commencé, pousser les portes, l'équipe, France Football, Eurosport, des médias même étrangers, francophones, même médias suisses, Le Temps. J'ai bossé aussi j'étais le correspondant de Ouest France aussi. Oui, J'ai bien sûr. pigé partout Ouais. jusqu'à pousser la porte l'équipe, définitivement Mmh. et j'ai fini par avoir, tu vois, un poste et un rôle avec eux, définitif. Voilà, Ouais, donc ouais. Et beaucoup de taf, beaucoup d'années. mmh, Donc ouais, on ça tombe pas comme ça. Et puis non, c'est cool. Juste, j'ai cherché ce que je voulais faire à tout prix et aujourd'hui, je suis pile à l'endroit où j'avais envie d'être, tu vois? ouais, tu es épanoui, quoi. Et du coup, le French Morning, bah, ça a fait un peu le déclic. Pourquoi, du coup, comment cette opportunité? Pourquoi partir à New York, du coup? Bah, grand fan je te l'ai dit, de foot, mais aussi de NBA depuis que je suis tout gamin, quoi. J'ai OK. grandi dans la campagne stéphanoise, donc je me souviens, je recevais les magazines NBA in Action. Je me souviens plus si c'était un hebdomadaire ou un mensuel, mais il me semble que c'était un mensuel et je Mmh. recevais ça et donc je voyais, il y avait des posters géants à l'intérieur, donc j'avais le poster de Shaquille O'Neal du Magic, Ouais. en énorme chez moi et je voyais les salles NBA, les villes américaines, ça me faisait rêver de ouf depuis Mmh. toujours et donc voilà, je pense que quand je suis arrivé à New York, je me suis dit: «Putain, mais c'est exactement là que j'ai envie d'être», tu vois? New York, c'est une ville incroyable d'ailleurs, j'y ai vécu, bah, presque 7 ans, tu vois? Ouais. Avant de partir à San Antonio. San Antonio, le choix évidemment, c'était plutôt, professionnel, c'était vraiment pour suivre Wembanyama. Mais ouais, ouais, non, j'adore les États-Unis, j'ai toujours été fan aussi, du sport américain en général, donc forcément, enfin, c'était un peu évident au final, tu vois? Ouais, parce que tu en parles, dans le dernier article aussi que tu as sorti sur, le magazine L'équipe, où tu parles de ton suivi en tant que journaliste, de Victor Wembanyama, où Mmh tu mh. dis aussi que, bah, tu as appris à ta copine, bah, à ce moment-là, bah, on est à New York, mais non, en fait, il faut qu'on aille à San Antonio. C'était compliqué, je suppose, pour elle aussi? Ah bah, complètement, ouais. Ouais, elle est française, elle est parisienne et on s'est rencontrés à New York. Ouais? Entre-temps, les problèmes de visa, les problèmes du Covid, on était à distance pendant longtemps, on était rentrés à Ouais, Paris et moi, j'étais ouais. toujours à New York. Donc le projet initial, c'était de se rejoindre à New York. Mmh. Donc une grande ville très internationale et pas loin de Paris aussi, un coup de vol, un coup d'avion et ça se fait assez facilement. Et ouais, quand on a appris que les Spurs avaient récupéré le premier choix de la draft, en gros, Tu as on a compris su direct. on a su qu'ils partaient à San Antonio et je me suis dit: «Tiens, est-ce qu'il y a pas une opportunité de fou, quoi?» Mmh. Donc on a discuté avec l'équipe, en fait, Oui, voilà, c'est ça. quelques allers-retours, en fait, Choisis l'équipe, ouais. ouais, entre nous, ouais, et on a conclu que, ouais, la meilleure solution, c'était de foncer là-bas et je regrette pas du tout, c'est sûr. Mais c'est sûr que pour pour ma femme, ça a été compliqué les Ouais, premiers mois, mais ça de va. lui di Elle a trouvé un boulot aujourd'hui, tout se passe bien ouais, et c'est ça. De lui et dire, puis en fait, elle a fait un on super va effort aussi, un super ouais, effort pour moi, donc j'en suis c'est super c'est reconnaissant aussi, tu vois? c'est sûr. De lui dire: «On va vivre à travers un mec», en fait. C'est ça, en fait, parce que C'est un tu petit peu tu ça, même si heureusement ça se résume pas non plus à ça bien sûr. et tu vois, par exemple, l'année dernière quand il s'est blessé, en février dernier, Mmh, c'était évidemment triste et tout mais c'était un mal pour un bien aussi dans le fait de prendre du recul et se rendre compte qu'il y a pas que lui non plus, qu'il y a d'autres Français NBA, qu'il y a une ligue aussi à couvrir en général, qu'il y a le mmh, foot autour. C'est bien aussi de prendre des fois un peu du recul et aujourd'hui, justement, j'essaie de trouver un peu plus de d'équilibre. En fait, je mmh, bosse pour différents aussi supports à l'équipe, pour ceux qui connaissent oui, pas vraiment le fonctionnement, mais on a plusieurs rédactions. On a le journal quotidien, on a le mmh, site, l'application, on a le magazine hebdomadaire mmh, et en fait, c'est différentes rédactions, France Football aussi, donc je peux me permettre aussi de proposer des choses à plusieurs médias, en gros, au sein de l'équipe et de trouver un espèce d'équilibre aussi donc ouais, ouais, aujourd'hui, je dirais que c'est quoi? C'est 60-70 c'est les Spurs et Wembanyama, mais j'ai quand ouais. même 30-40 autres, tu vois? Et en parlant de ça, de Wemby et des Spurs, tu fais donc tous les matchs à domicile et quelques-uns en déplacement ou tous? Non, non, exactement, ouais, ouais. D'ailleurs, ça a tendance un petit peu à ralentir pour l'instant, mais pourquoi aussi? Parce que les premières années, donc les 2 premières, il y avait pas encore les playoffs, Mmh, donc j'étais plus, parti en voyage, mais là, on a gardé un peu de budget, en gros, pour les playoffs parce que ça va être le gros moment de la saison. Donc oui, ouais, oui, je couvre tous les matchs à domicile et à l'extérieur, les plus importants, on va dire. mmh, Donc là, je reviens de New York, les matchs face aux Knicks, par exemple, important. forcément, Le c'est All-Star super Weekend joué. qui était à Los Angeles, Mmh. j'y étais aussi. Donc ouais, les matchs Les importants, j'y vais. derbies? Les derbys texans aussi, ouais, parce qu'on n'est pas très loin, hein. Même si, par rapport aux distances en France, c'est un truc de fou.
Moi, je dis que c'est à côté, mais Houston, c'est 3 heures de route. Dallas, c'est Ouais. 4h30. C'est pas comme tu vas à Lyon où c'est 1 heure, quoi. Ouais, c'est ça. Le rapport aux distances aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est Et ça. les gens, d'ailleurs, en général, c'est un petit aparté, mais c'est assez fou, hein. Culturellement, les gens voyagent beaucoup, ils font des distances folles. Donc, c'est pas un Américain, typiquement, il vit à New York, il va se faire un week-end à Los Angeles, un week-end de 2-3 jours, il prend l'avion pour 5-6 heures, tu vois, Mmh. pour 3 Ouais, jours. ça je sais, j'ai été un peu aux États-Unis, pareil, quand on m'a dit: «Oui, ben, je vais aider une amie, pour faire un déménagement, Chicago-Charlotte, 12 heures de voiture, dans le week-end». OK, bah, tout va bien. Ouais, C'est assez fou. c'est tellement grand que Ouais, pour vivre aux États-Unis et couvrir, du coup, le sport américain, c'est un rêve, un peu de beaucoup de journalistes français, mine de rien. Concrètement, quelle a été te tes plus grosses, difficultés au début? mmh. Bon, il y en a eu beaucoup, hein, il y en a encore beaucoup. Je vais te donner un exemple très concret, par exemple, Mmh. c'est, tout ce qui est la santé. Là, par exemple, moi, je joue encore, au foot. J'ai joué hier soir, je me suis blessé. J'ai un problème à l'ischio-jambier là, j'ai regardé, l'assurance ici santé coûte la peau du voilà, tu as compris et même si tu es très bien assuré, quoi qu'il arrive, tu peux être sûr que tu vas débourser. Là, en gros, je dois passer une IRM, aller voir un médecin, j'ai regardé, je vais en avoir pour entre 600 et 1 000 $, même si tu es assuré. Ouais, C'est incroyable. ouais, Donc ça, c'est un des gros soucis aux États-Unis, que l'adaptation est assez compliquée par rapport à ça. Le prix de la vie aussi en général est assez bien fou. sûr. Mmh. Mais une fois qu'on a dit ça, les salaires sont un petit peu plus élevés en général et la deuxième chose, c'est que, enfin, pour moi, je trouve au niveau professionnel, toutes les portes sont ouvertes. Enfin, c'est vraiment pas un cliché Ouais. encore plus dans le monde du basket, c'est incroyable. On a accès à tout le monde se mélange, un jour, Mmh. tu peux croiser le commissioner Adam Silver à un match, tu peux lui parler, hein, tu peux aller le voir. Mmh. Le lendemain, c'est Wembanyama, le lendemain, c'est le directeur de la franchise des Clippers, à Los Angeles. Ça, c'est génial, en fait, de pouvoir, tu vois, d'avoir des portes, et pouvoir en parler à des journalistes, notamment foot en Europe, Mmh. ils me disent, «Tu imagines même pas la chance que vous avez d'avoir, accès aux vestiaires, accès à tout le monde» et c'est pas le cas dans le foot. Donc ouais, je pense que de ce côté-là, on est vraiment chanceux quand même d'avoir quand même des portes qui sont assez ouvertes, mais ça aussi, pour le coup, c'est très culturel américain, Ouais. même dans la vie de tous les jours, tout le monde se rencontre, tout le monde discute et c'est assez facile de créer un réseau, ouais. Ouais, c'est vrai parce que, quand tu vas à un match, tu vas les voir avant le match, dans les vestiaires, après le match, tu peux les voir au bord terrain, à l'échauffement et cetera, Ouais, exactement. 2 heures avant même, enfin c'est assez fou, quoi. Surtout du coup à San Antonio, là, vu que je suis là toute l'année, du coup j'ai un Mmh. pass à l'année, donc heureusement et du coup là je peux avoir accès un peu partout et ouais, du coup, avant chaque match toujours, bah, là ce soir, cette nuit pour vous en Mmh. France, très bon exemple. J'arrive, le match sera à 19h. J'ai la première conférence du coach des Spurs de 1h45 avant. Ensuite, le deuxième coach de l'équipe adverse. Ensuite, le vestiaire ouvre pendant une demi-heure. Donc là, je peux OK. voir, ouais, Wemby en train de se préparer dans le vestiaire. Je peux parler un petit peu aux joueurs, s'ils ont Mmh. envie de parler, ils sont pas obligés, hein. Bien sûr. Et ensuite, j'ai accès au parquet pour l'échauffement et là, le parquet, c'est un peu voilà, c'est un peu l'endroit où aussi on fait du réseau, on fait des rencontres, parce que Mmh. là, il y a vraiment, tout le Mmh. beau monde qui est là autour du parquet donc et après rebelote après le match aussi. Le vestiaire ouvre à nouveau aussi après le match et en général, c'est là que Wemby aussi vient parler à la presse, Mmh. après chaque match ou presque, ouais. Ouais, Et et donc là ça où tu lui poses d'ailleurs des questions en français. Ouais, c'est cool. exactement, ouais, ouais, c'est un truc qu'on a mis en place dès le début et je pense que ça lui tient à cœur à lui, puis, Mmh. même pour les Spurs aussi, enfin, on a trouvé je pense un bon équilibre où voilà, questions d'abord en anglais et on finit la conférence de presse par quelques questions en français, OK, cool. ouais. Comment du coup, tu passes en général quand il y a un match des Spurs, tu passes, 4 à 5 heures sur place à peu près, tu dirais? Ah, minimum, ouais. Ouais, minimum. Enfin, ça dépend si on compte l'événement en tant que tel ou les articles que je dois faire après, donc en gros, je passe Ouais, beaucoup plus de temps que ça. Ma journée commence en gros en fin de journée ici, oui. match le soir. Souvent, mine de rien, Wemby, on peut l'attendre pendant, ça peut arriver qu'on l'attende une demi heure, trois quarts d'heure, OK. parce qu'à la fin du match, il a tout un programme. Des fois, il est en musculation post-match, Mmh. des fois, il est aux soins, des fois, il a quelqu'un à voir aussi. Bref, des fois, on l'attend et une fois que sa conférence a été, faite et que le vestiaire est fermé, là, pour moi, commence, ma nuit. J'ai en général au moins un compte rendu de match à faire déjà. Mmh. Donc ça, je l'envoie très, très vite. Juste pour que les gens en France se réveillent, ouvrent l'équipe et voient, Ouais. voilà, ce qui s'est passé hier soir et ensuite souvent, je fais ce qu'on appelle un rebond, en gros, voilà, par rapport à des faits de match ou à quelque chose de plus Des large choses à aussi. retenir, quoi. Ouais, exactement, ou même sur, un sujet précis, sur la semaine dernière ou là, ce soir, peut-être un sujet sur les Pistons qui affrontent les Spurs. À voir. Oui. Mais en fait, en gros, voilà, des fois, je reste sur place
la salle reste ouverte et je rentre vers 2, 3, 4 heures du matin. OK, d'accord. OK, OK, je vois. Il y a aussi, donc compliqué quand il y a des back to back, quoi. Hein? Il y a aussi eu, au moment où Wemby est parti, il y avait d'autres, journalistes, sportifs français qui sont partis aussi, qui t'ont rejoint. J'ai en tête deux trois autres, mais je crois que pas tout le monde est resté. Tu es l'un des seuls à être resté. Comment ça se passait du coup avec les autres journalistes français, et toi, comment tu es perçu par les journalistes américains aussi? Parce que Ouais, bah, non, c'était top, forcément, tu as un lien particulier. ouais, c'était top déjà d'avoir, quelques compatriotes quand on a Mmh. commencé, notamment je vais citer forcément Benjamin, Moubèche Oui, on est assez proches toujours et j'ai tout fait pour, essayer qu'il reste, mais ouais. forcément, c'est ce que Il y je avait des disais un peu problèmes de santé, je crois. aussi ouais, bien, ouais, ouais, il y a ça effectivement, puis même, c'est compliqué si vous voulez au début, comme moi quand j'ai commencé à New York à l'époque, et c'est ce que j'essaie de dire aux jeunes à chaque fois, de s'accrocher parce qu'au début, c'est dur. On commence tous de la même Mmh. manière. On est un peu freelance, on bosse pour plusieurs médias, mais Mmh. en gros, qui payent pas beaucoup dans une ville ou dans un pays qui où tout coûte très, 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 très cher. Ouais. Donc il y a ça aussi qui est compliqué et je pense que c'est pour ça que la plupart ont dû partir aussi. C'est que c'est super compliqué d'assumer financièrement et du coup, là, cette année, bah, on a juste un qui est avec moi, du coup, c'est Hugo Levet, qui bosse pour Lagardère Média, donc Europe 1, le Journal du Dimanche et ouais, pour le coup, je suis souvent avec lui et donc c'est cool, il s'accroche aussi, il est là et c'est la deuxième année qu'il est là, ouais, ouais. Donc OK. aujourd'hui, voilà, on est 2 et pour répondre à la deuxième partie de ta question sur, comment me perçoivent les Américains, je sais pas, faudrait leur poser la question, mais j'espère que ouais, je pense être crédible, bah, je pense que je suis un peu le vu que on parle la même langue avec, Wemby, je pense que ça Ouais, aide, pas mal. Donc il me pose souvent des questions un peu pour, ouais, savoir un peu c'est le ça. background français, comprendre c'est con aussi, mais juste après chaque conférence de presse, ils viennent tout de suite me voir pour me dire: «Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, Est-ce que la j'ai raté une info de fou?» Donc ouais, ouais, non, non, non et franchement la relation est très bonne et moi dans l'autre sens, ils me permettent aussi de comprendre un peu tout le passif à San Antonio, au sein des Spurs. Je pense à il faut que je le cite parce que ce gars-là, il est top. Tom Horsburn, Mmh. il a 60 ans passés et ça fait 40 ans qu'il couvre, et les Spurs et le sport à San Antonio et au Texas et il est juste, c'est un puits de science, c'est une encyclopédie donc on peut lui demander n'importe quoi et pour voilà, pour mieux comprendre un peu l'écosystème et le passé, des gars comme ça, c'est top. Donc franchement, il y a une bonne ambiance et pour finir Mmh. là-dessus, pour avoir couvert la NBA aussi à partir de d'autres villes comme New York, c'est le jour et la nuit, c'est les petits marchés, on appelle ça ici. Mmh. Bien Il y a moins sûr. de il y a moins de journalistes et du coup, c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus Mmh. de bons rapports et Ouais, je donc suppose que tu connais tout le monde à la salle? bien sûr, ah ouais, même dans la salle, c'est vrai que ouais, on serre la main de tout le monde, ouais, c'est cool. Ça, il y a une vraie Mmh. les gens disent aussi que ça, c'est l'hospitalité texane et c'est vrai aussi, mine de rien. C'est bien aussi d'être venu ici. C'était pas mon choix d'être au Texas, Mmh. forcément, avec l'image aussi qu'on peut avoir du Texas en France. Il y a du vrai là-dedans, hein, mais il y a aussi c'est Mmh. derrière le cliché du Texas, très républicain et il y a des gens Ouais. adorables et globalement, les gens sont plutôt gentils, ouais. OK, OK. Bon, forcément, j'allais te dire, à quoi ressemble une semaine type pour toi, entre le décalage horaire, les sports que tu suis et cetera, mais finalement, tu as pas trop de semaine type, Non, pas du tout, ouais. Ouais, c'est ça qui est génial, je pense et c'est pour ça que j'adore faire ce métier, c'est qu'il y a clairement pas de semaine type. Là, pour donner un exemple, je suis rentré hier soir chez moi et ça faisait, ouais, 20-25 jours, j'étais sur la route, en gros. J'ai fait Austin, parce que les Spurs jouaient 2 matchs, à domicile, mais oui. délocalisés dans la ville voisine de San Antonio. Mmh. 2 matchs là-bas, j'ai enchaîné à Miami pour un sujet sur Dominique Malonga, donc basketteuse Oui, la française, française. qui s'était engagée avec, la ligue de 3 contre 3 là, Unrivaled OK. et j'ai enchaîné à New York pour une bonne semaine où j'ai suivi les Spurs qui jouaient 2 matchs aussi et je viens de rentrer donc tu vois? Et des fois, il y a ça, du coup, je pars beaucoup, je bouge beaucoup et puis il y a d'autres moments où pendant 2, 3 semaines, voire 1 mois, je bouge pas du tout, je suis ici et donc ça dépend. Mais quand je reste ici, en tout cas, bah, en gros, c'est entraînement des Spurs souvent. Mmh. Donc ça, c'est dans le nord de la ville, donc je pars au nord de la ville pour assister à l'entraînement. Ensuite, conférence de presse, après entraînement et puis les matchs, ici, au Frost Bank Center, ouais, qui est d'ailleurs pas très loin de chez moi, là. Ouais, je vois. La première saison donc tu as décidé de suivre, Victor, Wembanyama dès le début. Cette première saison, qui était quand même, historique, dès le début, notamment pour un Français et puis, en termes de stats, enfin, il a démontré le talent qu'il avait.
comment toi tu l'as vécu de l'intérieur, quoi? C'était assez fou de découvrir cet ovni, au quotidien. Ouais, complet, ouais. Bah, je pense que ça a vraiment commencé, dès la loterie. Mmh. Donc ça, c'était en avril 2023 et j'y suis allé, et j'ai assisté d'ailleurs, au fameux, espèce de loto pour savoir, enfin, en gros, savoir, quelle équipe aura le premier choix de la draft, quoi. Ils font un espèce d'événement où, on est tous dans une pièce enfermés et ça se passe vraiment comme un loto en France où des numéros sortent et ah boum boum, il y a une combinaison de Ouais, numéros et ah bah tiens, c'est les San Antonio Spurs qui ont le donc j'étais là-bas déjà, en fait, ce jour-là, je pense que j'ai vraiment réalisé, l'ampleur du phénomène, quoi. C'était un truc de fou, quoi. mmh, Tout le monde parlait de Wemby, et des Spurs, du coup. La draft, à New York aussi que j'ai couvert en juin, incroyable. Ouais, ouais, donc très vite, non, j'ai senti que c'était, bah, beaucoup de gens ont dit que c'était un peu le un peu comme LeBron James en 2003 en gros, donc ouais, ouais, c'est un peu l'engouement que j'ai l'impression de vivre, assez fou dès le début. Après à San Antonio, pareil, ce qui est assez fou aussi ici, c'est que les gens sont hyper, hyper attachés, aux Spurs. En gros, c'est une ville assez pauvre. ils ont que ça. Ils ont pas d'autres sports ou d'autres grosses franchises de sport. Donc c'est un peu ce qui est assez cool. On parlait tout à l'heure de Marseille ou Saint-Étienne. C'est Mmh, le même genre. Moi, ça me rappelle en tout cas mon Saint-Étienne parce que bien voilà, sûr. ville ouvrière un peu, avec une seule équipe. Tout le monde vit en parlant de ça tous les jours. Mmh, Et donc tout de suite, dès que Wemby est arrivé, mmh, engouement de fou furieux, mmh, des peintures sur tous les murs partout à son effigie dans la ville. mmh, Des mecs aussi qui essaient de faire du business aussi sur son visage, sur son dos aussi, mais des mmh, t-shirts, enfin, plein de merchandising aussi partout. Enfin bref, c'était vraiment l'excitation totale. Et ouais, je pense qu'il a surtout répondu sur le terrain, quoi. Même si franchement, ça a été une saison compliquée au niveau collectif. 22 victoires en 82 matchs. ouais, Mais ouais, je pense que j'ai surtout découvert aussi l'homme derrière le basketteur ouais, à ce moment-là. Et je me suis dit malgré ses stats et tout, il est impressionnant, quoi. Parce que franchement, mmh, 19 ans à l'époque, le mec, enchaîne, 8-9 défaites où vraiment il prend des branlées mmh, et à chaque match après, il vient en conférence de presse, il vient s'expliquer. Jamais il se cache, toujours posé, toujours du mmh, recul, je me suis dit: «Là franchement, on tient quand même, quelqu'un qui est assez ouf, au-delà du basket, sacré être humain, intelligent, et mmh, puis voilà. Et puis surtout ce qui est j'ai vraiment envie d'en parler, même faire un article là-dessus, donc ça tombe bien qu'on en parle ici, mais tout ce qu'il a dit, en gros, tout ce qu'il a dit depuis que je le suis depuis 2 ans et mmh, demi, c'est arrivé, en fait, ou c'est en train d'arriver. ouais, Comment il s'est blessé à l'épaule, grosse blessure l'année dernière qui fait sa saison s'arrête, et je le vois en juillet, on fait une grosse interview à Las Vegas et je lui dis, «Tu m'as dit que tu voulais être champion NBA en 5 ans, ça va être très compliqué là, tu blessé, tu as perdu un temps fou, non?» Il me dit: «Non, pas du tout Maxime, j'ai gagné du temps». Je fais: «Comment ça tu as gagné du temps?» Il me dit: «Bah, tout ce que j'ai appris sur ma blessure, tu te rends pas compte, je pense que l'année prochaine, on va faire une grosse, grosse saison, j'ai faim comme jamais». Bah, j'y croyais moyen quand même, hein. Je me suis dit: «Voilà, ouais, boum, on est en train de vivre quoi là?» Ils sont ouais, 2e à l'Ouest, mmh, au coude à coude avec OKC, on verra, ouais, hein, après s'ils restent en forme ou pas, mais potentiellement il peut y avoir un gros run en playoff et ouais, franchement, c'est ce qui m'impressionne chez lui, c'est que depuis le début, ce qu'il dit, il le fait et pour l'instant, il est vraiment sur la trajectoire qu'il a dit qu'il a «annoncé» entre guillemets, quoi. ouais, parce que en fait, c'est vrai que forcément sportivement, on a tous, décelé que c'était un ovni, il était exceptionnel, mais aussi c'était, comme tu disais, mentalement, et quand il parlait, la façon dont il s'exprimait, on comprenait déjà qu'il était beaucoup plus mature que tout le monde des gens de son âge et on avait l'impression qu'il avait déjà une expérience de comme LeBron James à seulement 19 ans, un peu comme, bah, on peut comparer, quand Kylian Mbappé est arrivé aussi, à 19 ans ou 18 ans, dans le foot, il avait déjà une vraie, ouais, la maturité énormément, hein, quand Ouais, comment il complètement. parlait. Mais franchement, je te jure que ça dépasse vraiment maintenant, plus je le suis, plus je me Ouais, dis: «Ça dépasse quand même ça». C'est pas que de la maturité parce que ouais, alors déjà maturité, ouais, forcément aujourd'hui il a quoi? Il a 22 ans. mmh, Nous on a 30, 40, 50, 60, on le suit, il nous ouais, apprend des choses tous les jours et quand on parle avec lui, on a l'impression d'avoir affaire à un vieux sage des fois, tu vois? Donc ouais, mais il a faim d'apprendre en plus, c'est ça qui est fou. à chaque fois et moi ce qui me marque et ce qui me choque, Mmh, contrairement à d'autres grands sportifs par exemple, c'est justement son calme à toute épreuve, dans un mmh, match. Surtout cette saison-là, on voit à quel point il est défendu et des fois à la limite du raisonnable et mmh, jamais ou très, très, très rarement il s'énerve, jamais il parle aux arbitres
il est d'un zen, c'est incroyable. Et là, je l'ai vu récemment dans le vestiaire, là. On sent aussi qu'il est de plus en plus focalisé, je pense, sur les playoffs. Dans le Ouais. vestiaire, avant les matchs, avant, on pouvait au moins lui dire bonjour, ou lui parler rapidement. Là, on le voit, il est carrément en position de méditation dans le vestiaire. Il ferme les yeux, il est comme ça, et pendant plusieurs secondes. Enfin, on sent que, ah oui, son voyage chez les moines en Chine de l'été Mmh. dernier lui a peut-être servi, mais non, Ouais. impressionnant. Franchement, il m'impressionne, ce gamin, forcément. Et c'est ce que j'expliquais un peu dans l'article dernier, là, c'est que c'est dur aussi. Il faut quand même prendre du recul parce qu'il est fascinant sur le terrain, en dehors, et puis il est français aussi, donc forcément, je suis hyper fier de voir ce qu'il fait et tout. Bien sûr. Mais ouais, il faut toujours prendre du recul pour essayer de le couvrir un peu correctement. Tout n'est pas parfait, en fait, Mmh. dans son jeu encore. Voilà, donc il faut toujours Ouais. essayer de repérer ça aussi, puis d'en parler aussi, quoi. Ouais, puis comme tu disais en plus, dans tes articles, au fur et à mesure, au fil de l'année, les adversaires s'adaptent aussi défensivement et cetera. Donc à chaque fois, il y a des nouvelles défenses, nouveaux types de défense. On se dit: «Oh beh, eux, ils ont réussi comme si, à chaque fois qu'ils vous ont fait ça, ils ont gagné». Donc voilà, c'est pas facile, mais il est fort. Ouais, bah, après j'avais une question, c'était, il y a des choses que nous, on voit pas forcément et que toi, tu observes au quotidien sur Wemby, mais je pense que tu as répondu un peu, quoi. Une anecdote ou un moment marquant, je pense que c'est ça en fait, c'est la façon dont il change, dont il évolue. Ça, et puis je l'expliquais aussi dans mon article, c'est à quel point aussi il est focalisé à 2000 sur, son objectif, c'est sur le basket. Donc forcément, en tant que Français, un peu en arrivant ici, on se dit: «Tiens, je vais, avoir une espèce de relation privilégiée», ou pas en tant que Oui, Français, en fait, en général, tu ouais, vois? Et en fait, il a pas le temps, en fait. Il est très, très, très respectueux de tout le monde, et vraiment, franchement, je pense que c'est vraiment un chic type, mais en fait, il a le temps, d'être pote avec personne. Et ça, OK. mais mine de rien, c'est intéressant aussi, ça t'apprend aussi sur la manière d'aborder les choses, Mmh. et voilà, ce qu'est un peu heu, le fait de tout donner pour un objectif. J'en parlais, je m'en souviens, avec le photographe des Spurs et tout, et je lui posais la question. Je pense que c'était un peu ma frustration au début de dire: «Tiens, j'arrive pas à connecter au point, auquel j'aimerais». Mmh. Et lui, il m'a dit: «Mais moi, je respecte ça parce que, ouais, pareil, quand je fais les photos, on fait les photos, c'est très gentil, c'est le sourire et tout, mais quand c'est fini, c'est fini». Et en fait, il a pas le temps, il a pas le temps. Il s'enchaîne dans une journée, plusieurs entraînements de Mmh. basket. Mmh. Il a un emploi du temps tous les jours, mais franchement de ministre, et Ouais. parce qu'il est déterminé. Les soirs, il a pas match, il se couche à 21h. Oui, c'est ça que tu disais, ouais, il se couche très tôt. Non, il est vraiment, enfin, toute sa vie est vraiment focalisée sur le basket, à 100. C'est fou. Et c'est quand même, ça se respecte aussi, tu vois? C'est impressionnant. Ouais. Est-ce que tu penses que sa présence aussi, elle a changé une perception du basket français aux États-Unis, et peut-être, bon, forcément les Européens depuis ces dernières années, ils raflent tous les MVP donc on est respecté, mais peut-être que le français entre lui plus, il y a 2 ans, on fait, Zach Rizaché et Ouais, bien Alex sûr. Sarr, en choix numéro un et 2. Là on voit les Yabusele, les Koulibaly et cetera qui sont respectés. Ouais, il a changé, peut-être l'image des Français aux États-Unis? Ouais, en partie, je pense. Bah, déjà, je pense que je suis pas objectif en étant à San Antonio, parce que forcément l'histoire déjà européenne, Forcément, internationale des Spurs, et française avec, Tony. forcément, Tony Parker. Donc ici, déjà, à la base, je pense qu'ils étaient pas du tout à convaincre qu'un Français pouvait tout cartonner. Mais Mmh. dans le reste de la NBA, oui, oui, je sens, après, c'est toujours pareil, c'est marrant parce que je sens un intérêt, une curiosité, on va dire. Ouais. Ça résume à ça, une curiosité pour les Français, d'où ça vient. Quelques articles de temps en temps pour expliquer, ou ils me posent des questions là-dessus. Mais ça reste quand même un pays, voilà, qui est très fier de lui-même, et très fier des basketteurs qu'ils ont eux. Et voilà, ça s'arrête, une espèce de petite curiosité, je pense. Et après, il faut se mettre aussi dans leurs pieds à eux, en fait. Nous, on est hyper fiers de voir que tant de basketteurs français vont là-bas, mais eux, c'est quand même une terre de basket avec, des centaines des milliers de joueurs, chaque année, qui peuvent arriver en NBA avec un niveau incroyable. Même si, encore une fois, oui, tu as raison de dire que l'Europe, commence à avoir de plus en plus de très grands joueurs. Mais non, non, ils sont pas non plus, voilà, ils sont pas non plus focalisés là-dessus, et ça OK. peut se comprendre aussi. C'est notre vision des choses quand même. Forcément. Bon, on passe, d'un sport à un autre, genre, on pourrait débattre pendant des heures de Ouais, bien sûr. Wemby. On va parler foot un peu, hein, aussi parce que nous, on parle pas mal foot, MLS notamment, et ton livre est un peu sur ça. On va parler de ta vision sur la MLS. Comment tu juges, bah, l'évolution du championnat forcément de ces dernières années, notamment, bah, depuis l'arrivée de Lionel Messi, le plus grand joueur de l'histoire? Ouais, c'est super. Non, franchement, c'était une super nouvelle. Moi, j'ai commencé à suivre le championnat quand je suis arrivé ici, donc il y a 9 ans, Mmh. 9 10 ans.
ce que j'ai remarqué déjà qui était hyper intéressant, c'est qu'ils ont, je pense, enfin compris qu'il fallait former des joueurs. Oui. Ça, c'est le point le plus important. Mmh. Une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'est Frédéric Lipka, qui est Qui est dans le directeur, livre? Ouais. ouais, qui est exactement, qui est dans le livre, qui est directeur technique, en gros, qui est en charge du développement des centres de Des formation jeunes, et des ouais. jeunes à la MLS, et qui était l'ancien responsable du centre de formation du Havre, donc qui Mmh. a vu les meilleurs joueurs passer. Bref, ils sont vraiment structurés aujourd'hui, enfin, ils sont en train de se structurer. Ça dépend des clubs, ça dépend des villes. Mais voilà, ils sont capables aujourd'hui de former des jeunes joueurs, de les exporter en Europe, on l'a vu, même des joueurs qui vont percer en MLS. Ça, c'est le premier point, et je pense que c'est super important et intéressant. Donc le niveau, il augmente. Et après, je pense que bon, c'est super d'avoir évidemment un joueur comme Messi. Et après, je me dis que voilà, c'est toujours la même frustration en 9 ans de me dire il y a eu des évolutions, des belles évolutions, Ouais. et le chantier reste encore tellement énorme. Et voilà, je sais pas, je comprends pas trop la vision aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a une vraiment Je pense que le sujet qui revient le plus, évidemment, c'est les règles budgétaires. Il faut vraiment qu'ils enlèvent au moins une partie. Je Ouais. comprends à 100% qu'ils veulent la jouer, pas faire les mêmes erreurs que le foot européen, notamment en y allant étape par étape, en gérant leurs finances. Et ça, c'est respectable et ils ont raison. Et en même temps, le produit final sur le terrain, on le voit d'ailleurs avec l'Inter Miami, hein, c'est les seuls à, je pense, qui d'ailleurs n'a pas Ouais. forcément respecté les. C'est Ouais, ça. c'est Frédéric Lucas, ouais. Voilà. Ouais. Voilà, le Frédéric Lipka, donc on devrait pouvoir vendre notamment beaucoup plus cher, donc ouais, Ouais, intéressant, ouais, et on voit que on va en parler après, mais que ouais. la les Français aussi ont énormément influencé, sur la Ah, à MLS. fond, ouais. Et juste pour finir là-dessus, quand tu vois l'Inter Miami, en gros, ouais, ils sont un peu limite dans les, je pense, les règles du les règles budgétaires où tout ça pour Il les dire que du contourne. coup, ouais, ils les contournent exactement. Donc ils ont quand même une grosse équipe et on voit que du coup, ils marchent sur la MLS avec une grosse équipe. Mmh. Ça donne quand même des idées voilà, à d'autres et je pense qu'on devrait enfin pouvoir lever ou avoir, je sais pas, 4, 5, 6 joueurs désignés au moins pour pouvoir avoir, tu vois, des grandes stars qui viennent. Encore plus maintenant, le timing est parfait avec la Coupe du Monde qui arrive. Moi, c'est ce qui me manque aujourd'hui et c'est ce qui m'empêche aussi de pouvoir suivre plus la MLS parce Ouais. que forcément la NBA, ça intéresse tout le monde et c'est le gros sport et la MLS, c'est toujours un peu limite. Donc moi, je demande que ça à chaque fois de vendre des sujets MLS ou foot en général, mais voilà, je suis un peu frustré aujourd'hui Mmh. de où je trouve la MLS et du fait que ça accélère pas un peu plus, quoi. Ouais, parce que toi, du coup, tu me dis 2017, tu arrives au moment de Zlatan, je crois à peu près, c'est ça, Ouais, hein? Ouais. exactement, ouais. Ouais. Donc tu as vu aussi donc les anciennes stars qu'ils ont pris à ce moment-là et ensuite les nouveaux, les petits jeunes et cetera. Maintenant, comme tu dis, ben il y a eu de toute façon, il y a eu la règle Beckham qui a changé, la MLS. Il y a Mmh. eu un peu une règle Messi maintenant. Il y a une règle aussi des moins de 22 ans aussi. Ils essayent justement, comme tu dis, de beaucoup former et de faire venir les futures stars. Donc et d'allier en fait les jeux des 2, les retraités, on va dire et les jeunes stars. Hem, qu'est-ce que en fait, ouais. Est-ce que tu penses pour le moment qu'elle est en train de changer quand même de dimension, même si on en parle un peu, ou elle est encore un championnat de transition? Bah, franchement, d'un point de vue, en tout cas, très américain, ça bouge pas trop ici, hein. D'accord, Quand OK. on voit la couverture, quand on voit les discussions, même les médias, comment ils en parlent, Mmh. ça reste il y a une curiosité là-dessus. Ce qui est sûr ici, à 200 c'est que la Première Ligue, le championnat anglais, ont réussi à faire un truc extraordinaire aux US, que tout le monde ne parle que de Première Ligue. Et pour OK. faire le crossover basket foot, c'est très drôle parce que moi, en tant qu'Européen et Français, ça me permet d'avoir accès à plein de joueurs NBA, parce que plein de joueurs NBA sont fans de foot, Ouais. mais parce qu'ils suivent la Première Ligue. Mmh. Donc voilà, la MLS aujourd'hui, voilà, ça reste un championnat de second rang, en gros, Mmh. dont on parle peu au final. Je pense que ce qui aide pas aussi, mine de rien, c'est la couverture aussi, télé, quoi. Au début, Bah, j'étais un peu impatient de ce deal avec Apple TV, puis je me rends compte ouais. qu'ils poussent pas forcément trop le truc et que j'ai vu que les audiences sont quand même pas terribles. Ils Donc je ont pense que c'est augmenté, tu as vu? compliqué, Depuis qu'ils ont mis, fin au season pass, les maintenant audiences tous ont les abonnés augmenté. ont accès à, ouais, C'est tous les ça, abonnés ont accès au et truc. franchement, Quand c'est bien ce qu'il regardes qu'un faut. match Quand tu regardes qu'un match, lambda, moyen fait 200 000 téléspectateurs, c'est quand même très peu sur le marché Ouais. US. Et le fait d'avoir plus, aucun match en accès libre à la télé, nationale aussi. Mmh. Alors exemple tout bête, mais quand je vais dans un bar, un sports bar ici, voilà, on passe toujours tous les sports sauf le foot ou sinon il faut te demander: «Est-ce que je peux mettre un match de MLS?» Ils te regardent avec des gros yeux, «Comment on le trouve ton truc?» Ils l'ont pas forcément, tu vois? On en est encore un petit peu là aussi. D'accord. Donc c'est un Mmh, peu mmh. voilà, c'est un peu dommage aussi, et frustrant de ce côté-là, je trouve.
On parlait de marché, c'est vrai que j'avais une idée, une question. Mmh. Toi, tu es à San Antonio qui est petit marché, mais on peut voir qu'aux États-Unis, les petits marchés, les gros marchés peuvent, remporter, comme Oklahoma là, avec, la NBA Ouais. récemment et en MLS. Bon, certes, l'Inter Miami a gagné cette année, mais Columbus, qui est un petit marché, mais qui fonctionne très bien, avait gagné, aussi. Ça, c'est la magie un peu des sports américains aussi, ces histoires de petits marchés. Ouais, bah, c'est ce qui fait encore que le système, fonctionne plutôt pas mal en MLS aussi, je trouve quand même, par rapport au foot européen, encore une fois. Mmh. Je sais pas s'ils ont un intérêt à essayer de parce que je sais qu'ils veulent de plus en plus, européaniser un peu leur fonctionnement, Ouais. le changement de calendrier et cetera. Moi, j'aime bien ce côté un peu, franchise, parce Mmh. que, ouais, chaque année, on repart à chaque fois à zéro complètement. Les règles font que les équipes sont toujours un peu sur le même pied d'égalité, donc chaque Mmh. année, on a du mal un peu à savoir qui va gagner, donc ouais, non, je trouve ça c'est intéressant pour le coup. Je sais pas quelle est la solution idéale, à quel point il faut s'européaniser ou garder les mêmes, règles américaines, mais je pense que malgré tout, surtout avec la concurrence mondiale de l'Arabie Saoudite et d'autres, je pense qu'on a plus trop le choix que d'aller recruter des grosses stars et à voir. En tout cas, moi, très égoïstement, d'un point de vue journalistique, forcément, vu que je suis ici et vu que Ouais. je veux tout faire pour que ça intéresse, la France et l'Europe, moi, je demande qu'à avoir des stars ici, tu vois? Nous Griezmann à aussi. Orlando, moi, ça Ouais, m'excite. c'est ce que j'allais te dire, nous aussi, nous aussi. Forcément, là, si Griezmann arrive bien, tu iras faire un tour à Orlando, je suppose? Ah ouais, je vais foncer, ouais, Ouais, j'espère, ouais, ouais, j'espère. ouais, Ouais. j'espère. Il y a aussi, dans les franchises que tu cites dans ton bouquin, bon, j'ai noté, Mmh je mh. crois, tu cites, 16 franchises sur 30, si je dis pas de bêtises, parce Ouais. il y a des doubles, notamment New York et Los Angeles. Laquelle que tu as préféré parler? Qui t'a le plus, dont tu ouais, tu kiffé faire l'article dessus? Je vais en citer 2 ou 3, mais c'est pour différentes raisons. Franchement, la première incroyable, c'est que du coup, il y a pas que des villes et clubs Oui, MLS, il y a hein. Loin de Détroit, là. c'est vrai, il y a À Détroit. Détroit, justement, Détroit, énorme coup de cœur parce que Détroit, c'est génial. Justement, c'est une vision du foot qui est pas du tout américaine, pour le coup. Carrément, ouais. Ils ont créé un petit club de quartier. Mmh. À la base, c'est ça. C'est un mec qui est parti, il était Erasmus en Allemagne, je crois, tombé fan de foot, un Américain. Il revient à Détroit, il crée un club de quartier. Le truc grossit, grossit, grossit. Ils se disent: «Est-ce qu'on n'a pas intérêt à créer un club pro?» À Détroit, il y en a pas. Créer un club pro, ils demandent des financements, participatifs, aux supporters. Ils font une levée de fonds, une deuxième. Le stade, aujourd'hui, c'est un tout petit stade. Enfin là, ils sont en train de changer, mais jusqu'à Mmh. il y a peu de temps, c'était un stade de 6 000 places, un peu pourri, à l'extérieur de Détroit, plein à tous les matchs, fumigène à l'européenne, folie. Mmh. Et c'était à l'époque en NISA, donc un championnat de 3e division, indépendant complètement. Là, maintenant, ils sont en USL, donc 2e division. Mmh. Mais ouais, incroyable, l'histoire est incroyable. Ils se sont basés un peu sur le modèle aussi, St. Pauli en Allemagne un peu. Oui, c'est ça, Ils sont c'est très un modèle très très allemand. politisés, ouais, très politisés à gauche. D'ailleurs, ils ont fait venir St. Pauli pour des matchs amicaux contre Mmh. Détroit. Ils sont soutenus par le rocker, local, Iggy Pop aussi. Enfin, Ouais. toute l'histoire est assez folle de ce club et là, ils sont en train de grossir, grossir, grossir. Mmh. Et quand j'ai fait du coup la dernière interview, c'est voilà, aujourd'hui on est un peu au point où est-ce que le club va devenir mainstream? Certains en parlent comme une franchise d'expansion MLS bientôt, enfin voilà. Le but, c'est comment réussir à rester soi-même un peu et être un peu, l'original dans le paysage américain, Ouais. tout en de grossissant, tu vois? Et donc c'est un peu la question du moment, mais Détroit, passionnant comme histoire. Ouais, j'ai vu ça, en tout cas, non, c'est super et puis, il y a aussi Portland où tu ne parles pas que Ouais, des garçons, tu parles des filles aussi. ouais, complètement, ouais. À Portland, Seattle, parce que j'ai parlé aussi à des Françaises Bien qui sûr. sont venues jouer, Et oui. notamment Ginny Le Sommer, à qui j'ai fait une Bien interview, sûr. qui est partie jouer à Seattle pendant quelques mois. J'étais allé la rencontrer. Non, évidemment, Mmh. le foot, féminin ici est incroyable Mmh. et le dernier je pense que la ville qui m'a marqué aussi, parce que Oui. le bouquin, il est aussi foot, mais culture, Mmh. Nashville. Nashville, c'est génial Ouais. parce que Nashville, c'est un peu le comment dire? C'est le Las Vegas un peu, de la country music. Donc Mmh. quand on aime un peu les États-Unis, juste culturellement, sans parler de foot, foncez à Nashville, c'est génial. Des bars partout, de la country, des live music. C'est juste génial et du coup, une super équipe de foot en même temps, avec un super, stade qui est tout neuf, ce qu'on appelle les Soccer Specific Stadium, donc vraiment créé pour la MLS. Je crois qu'il y a 25 000 places, très beau, donc une super ambiance et tout le club en plus, il joue sur ce côté historique, musical. Il y a le fils de Johnny Cash qui vient faire de la musique en live, pendant Ouais. la mi-temps. Donc c'est une ville typique qui est un peu random en plein milieu des États-Unis, dans le Tennessee. On se dit: «Pourquoi là-bas?» Mais ça fonctionne
Et donc, c'est vrai, c'est pile entre la culture US et le foot. Donc, ouais, fascinant, tu vois, cette ville, par exemple. Ouais, je vois ça. Mais en parlant de ça, il y a aussi, la coupe du monde forcément qui arrive. Toi, forcément tu es plus concerné. Qu'est-ce que tu penses de cette coupe du monde? Comment ça se passait pour toi déjà? Je suppose que tu vas devoir la suivre, malgré même peut-être sauf si les Spurs se vont jusqu'en finale, NBA, comment ça se passait pour toi? Ouais, c'est marrant parce qu'il y a 3, 4, 5, 6 ans, mon rêve ultime, c'était la coupe du monde 2026, la coupe du monde Mmh. 2026. Là, j'ai mis un pied dans la NBA, 2 pieds, carrément, et aujourd'hui, c'est ma priorité. Et aujourd'hui, je me dis: «Bon, la priorité à ça quand même», et en espérant peut-être que les Spurs soient en finale NBA. Et oui, du coup, je vais être, avant tout basé sur les finales NBA, peu importe d'ailleurs qui OK, y sera. Et donc ça va un peu d'accord. chevaucher avec la coupe du monde, mais bien sûr, Mmh. j'ai prévu la couvrir. Je me suis accrédité, je vais aller voir des matchs évidemment. J'ai deux-trois aussi piges, deux-trois articles qui sont prévus à droite à gauche, donc Bien ouais, sûr. bien sûr, je vais y être. Mmh. Qu'est-ce que j'en pense? Et ben, là aussi, un peu une grosse déception. Alors c'est plus dans du côté politique, mais je Ouais, rentrerai je pas trop dans comprends les détails totalement. dans le podcast, mais un peu déçu que moi, c'est mon pays un peu d'adoption ici depuis Mmh. toujours, et de voir que le foot et l'événement, ultime du foot viennent dans ce pays, je m'en faisais une joie absolue. Et aujourd'hui, vu la situation, et politique et géopolitique, économique ici, ça m'ennuie vraiment d'accueillir une coupe du monde dans cette, situation. Donc, Cette atmosphère-là, un peu. exactement, Mmh. exactement. Donc bon, après le pouvoir d'une coupe du monde en général, c'est que tu as vu comme au Qatar, ce qu'on disait avant, qu'une fois que la coupe du monde démarre, on oublie un peu tout pendant quelques semaines. Ouais. Mais aujourd'hui, je t'avoue que je fais partie de ceux qui limite aimeraient boycotter et que ça se passe ailleurs parce que c'est dommage, c'est tellement dommage. Il y a le Canada et le Mexique aussi. Ouais, tu as vu ce qui se Mais passe bon, au Mexique aussi, donc ouais, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je pense qu'on est un peu tous d'accord, sur ça avec toi. Malheureusement, on est des gros kiffeurs des États-Unis, en termes de sport. ouais. Mais justement, c'est un super événement. Nous aussi, on aurait kiffé, être là-bas, mais La voilà. note positive là-dedans, je pense que c'est ce que j'ai très bien décrit dans le livre, c'est que les États-Unis, c'est l'équivalent d'un continent, tu vois? Et que ça se résume pas du tout, ni Trump, ni à sa politique. Les États-Unis, Bien c'est sûr. un pays gigantesque, des régions gigantesques, certaines qui sont fans de foot complètement, c'est incroyable, et Comme au Kansas. depuis des décennies, d'autres pas du tout, qui sont Mmh. nouvelles. C'est super intéressant et on rencontre des gens de tous les horizons. Je pense qu'il y a pas de pays qui est plus international aussi. Ouais, On croise des gens du monde entier. Non, non, ça reste quand même, tu vois, ça reste génial, et il faut juste, pas se dire que les US, ce n'est que ce n'est que Trump ou bien sûr, son bien sûr. gouvernement, tu vois? C'est ça et puis de toute façon, c'est pas lui qui jouera sur le terrain donc ça sera les autres donc Ouais, mais il ça sera bien, c'est ça. à mon avis, il sera bien présent et trop présent même. C'est ça, c'est ce qu'on risque de voir malheureusement avec, son ami, Infantino mais bon voilà. On va par rapport à la MLS et la relation après on va parler de plus en détail du livre mais dernière question sur la MLS et la relation en fait avec les Français parce qu'on trouve, qu'ils ont une vraie relation et pour leur développement. On peut le voir avec notamment, les agents comme, Jérôme Méhari, qui est un agent très influent qui fait la passerelle entre la France et les États-Unis. Wilfried Nancy, qui est avec son coaching gagnant mine de rien à Columbus a décroché le titre avec Columbus ou alors, l'ancien directeur du centre de formation du Havre que tu as eu, Frédéric Lipka. Heu, c'est quoi, comment tu trouves, cette relation? Enfin, on est d'accord que la MLS a été développée, grâce aussi, aux Français, mine de rien? Ouais, on peut être fiers de nous, hein, encore une fois, hein. Non, non, Mmh. c'est certain, ouais. Bah, franchement, un des premiers, il faut lui donner ses putain, je sais même plus comment on dit en français. Lui donner ses fleurs, le Ouais. à Jérôme Méhari, parce que ça a été un des premiers, vraiment un des pionniers qui est venu ici, qui est venu d'abord à la base pour jouer à l'université. Mmh. Et quand il s'est rendu compte du potentiel déjà qu'il y avait à l'université, à Mmh. quel point il pouvait peut-être faire venir des jeunes Français qui perçaient pas en France, leur offrir une seconde chance de venir jouer aux US. Lui, il a vraiment été un des pionniers à Ouais. quoi, une Hop, quinzaine d'années. voilà, Et attends, puis, je ouais, il y a une interview de lui à l'intérieur, ouais. c'est ça. Donc ouais, je pense que, ben, des mecs comme Jean Méhari qui sont arrivés, qui ont envoyé plein, 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 plein de jeunes, footballeurs, venir jouer à l'université. Et ensuite, voilà, ça a fait que dans la foulée, tu as plein de jeunes qui soit ont percé dans le foot aux US, soit sont devenus, bah, tu vois, coach, assistant coach, ou donc aujourd'hui, on en a un peu partout. Mmh. Et puis il est très proche de la Fédération française de foot aussi.
qui a Je conclu un crois un partenariat avec partenariat, ouais. MLS dans la foulée pour former les coachs, Mmh. de MLS et de MLS Next Mmh. Pro, du coup, la réserve aussi. Donc aujourd'hui, on a, voilà, tout un écosystème qui est soutenu aussi par la France, par la formation française. Donc Mmh. ouais, ouais, non, donc c'est clair qu'on a vraiment, un rôle, je pense, important à jouer dans le développement de la MLS, ouais. Et ça a fonctionné du coup avec, Wilfried Nancy. Actuellement, on a un nouveau coach, Yohan Damé à Ouais. Saint-Louis. Tu l'as pas encore interviewé du coup? Je l'ai eu il y a quelque temps, Ouais, franchement, alors je me souviens plus précisément, mais je pense que c'était à 7-8 ans, quand OK, il était ouais. le plus jeune entraîneur français. Et c'était quoi? Cincinnati? Il me semble qu'il a, si je dis pas de bêtises, il y a l'entraîneur principal de Cincinnati qui avait été viré, je crois. Il avait fait OK. l'intérim. Ah, Je crois avant que c'est Pat Noonan Cincinnati, hein. alors peut-être? Ouais, ça doit être Peut-être, ça. d'accord, En tout OK. cas, je l'avais interviewé à l'époque parce que c'était en Mmh. gros il avait Oui, bien sûr. 32-33 ans à peine et c'était le plus jeune, entraîneur français de foot, Bah, il est au encore monde. très jeune, il est encore très jeune. On a Ah ouais, aussi, le coach de LAFC, Marc Dos Santos qui est francophone parce qu'il est canadien. On a pu le voir sur des vidéos où il parle en français et cetera, pourquoi pas, une interview à venir avec lui en français du coup? bah, avec plaisir, ouais, ouais. Je suis Ouais, allé les voir en plus récemment là, à Los mmh, Angeles, Hugo Lloris et Denis Bouanga. C'était drôle parce que, ouais, il faut que Denis Bouanga aussi se mette à l'anglais mine de rien parce qu'il continue à avoir un traducteur avec le mec qui traduit en français, il mmh. répond en français donc Denis, il est temps que tu parles anglais là. Ouais, surtout Denis, c'est notre gars, il était, bah, à Saint-Étienne pour toi, il Ouais, bien était à sûr, Nîmes ouais. pour moi donc Tu vu en ouais, plus, enfin, franchement lui c'est l'exemple, typique de tu vois, ce que d'une carrière que tu peux faire, ouais, parce qu'il était à Saint-Étienne, descente en Ligue 2, on voyait que c'était mmh, un très bon joueur de Ligue 1. Je me ouais, souviens qu'à l'époque, il y a Marseille qui était dessus. Donc il aurait pu bien faire une sûr. bonne carrière en Ligue 1, il a préféré partir aux US. Au final, il a décroché des contrats de plus en plus importants, c'est devenu la star de la MLS, Ouais. un des meilleurs joueurs de la ligue, donc tu vois, pour moi, c'est quand tu es un joueur de ce profil-là, la MLS, ça fait sens, hein, ça fait complètement Bien sens, sûr, hein. bien sûr. Tu Surtout imagines quand même que c dans un gros marché. Là, pour finir ouais, là-dessus, sur le cas, Griezmann, j'en parlais avec un pote, tout récemment. Je trouve ça si ça se concrétise, c'est un peu dommage qu'il parte à Orlando et pas dans un mmh, gros, un Griezmann à New York, par exemple, même le potentiel marketing, il serait ouais. fou. Orlando, Bah, c'est un peu surtout que lui, c'est un gros kiffeur de New York et Orlando. Après, bon, il y a le côté hispanophone et lui a toujours été dans des équipes hispanophones, donc voilà. Mais tu que quand même Bouanga, c'est, les têtes d'affiche de la MLS, c'est Lionel Messi et Bouanga à côté. Donc c'est ouais, quand même, c'est fou, un hein? sacré fou. Ouais. Mais bravo à lui et félicitations à lui, on est très content pour lui. Et puis il s'est pas non plus reposé sur ses lauriers, c'est-à-dire que pour Ah l'avoir oui. vraiment vu, même physiquement, quand je l'ai vu il y a quelques mois, Mmh, il a continué à mmh, bosser comme un malade mental et c'est aussi sa progression qui fait qu'il est comme ça aujourd'hui, mais ouais, c'est une brute physique, il va de plus en plus vite. En vrai, il a bossé aussi dur et donc c'est tout à son honneur, ouais. ouais, carrément. On va parler du livre. Du coup, comme on disait, aux éditions Amphora, de Maxime Aubin, Road Trip Soccer, donc de New York à Seattle, voyage au cœur de la culture US. Donc c'est quoi? C'est presque 100 pages à peu près, hein, si je dis pas de bêtises? Ouais, c'est plus que ça doit faire, je sais pas, non, 150? Je sais plus. Ouais, attends, j'arrive pas à voir les pages, ouais, 150, ouais, quasiment, ouais. Ah, Plus de cent en fait, cinquante c'est un juste pour dire pour le format, c'est un beau livre, ce qu'on appelle un beau livre, ouais. donc c'est très bien imprimé avec de très belles photos. Donc c'est texte et images. Mmh. Voilà, c'est très, 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 très axé du coup culture US, Ouais, voilà, je défile, voilà, rapidement, ouais. à ce Donc que faut on voyage bien. à la fois à travers les villes, mais à travers aussi le foot sur place, mais il y a aussi beaucoup de voilà, d'adresses de que faire, que manger Ouais, sur place, quelle c'est boutique, ça. ouais, et cetera, et cetera. Exactement, donc voilà, tu parles, de ces villes principalement. Attends, c'est une galère, désolé pour la gestion de la caméra. Non, t'inquiète, pas Voilà, de problème. mais voilà, donc toutes ces villes-là, forcément, il y en a qui manquent, hein, tu peux pas faire sur tout le monde, c'est compliqué. Mais voilà, forcément, ce livre a été inspiré, du livre de Rémi Reverchon, le journaliste de NBA Extra, Ouais, de ouais. beIN. Qu'est-ce qui t'a donné envie quand même de passer du format article au format long et donc du coup d'en faire un livre? Ouais. Ben, c'est parce que comme j'ai dit, j'ai pense bossé sur des articles foot et je me suis intéressé au soccer, pendant 9-10 ans. Mmh, Donc en fait, je me suis dit: «Tiens, à l'approche de la coupe du monde quand même, qui est mieux placé que moi pour raconter juste, voilà, le foot dans chaque ville, ce qui s'y passe?» de faire un espèce de compte rendu mmh. de tout ce que j'ai appris, Ouais, sur le foot, tu vois? mmh, Donc c'est parti de là l'idée et vu que je couvre le basket et que je connais bien Rémi, j'ai évidemment, lu son bouquin en me disant: «J'aime bien le principe, quoi». C'est ouais, assez cool, c'est écrit assez légèrement en mode, «Suivez-moi», c'est un carnet de voyage, quoi. mmh, Je pars aux US, je fais la tournée des 30 franchises, donc 30 villes NBA
Et je me suis dit: «Ben, je pense que c'est le profil, c'est le format parfait pour faire pareil au niveau foot». Et donc voilà, entre l'éditeur et lui, on en a parlé ensemble pour être sûr qu'il soit d'accord lui aussi. Donc en gros, on a trouvé un deal ensemble et on a fait ça avec un livre qui est très ressemblant au final. Enfin, qui est ressemblant. Sur la forme, hein, le fond évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Bien sûr. Mais ouais, ouais, donc ça part un peu de là l'idée. Et je pense que ça donne une bonne idée un peu de voilà, tout ce qui est un peu à faire, à voir, à découvrir, au niveau du foot. Ouais, parce que, bah, comme tu le disais, il y a ce côté pédagogique aussi dans le livre où tu parles, bah, aux néophytes aussi. Mmh. Il y a ceux qui connaissent pas du tout le foot, le soccer. Tu penses que du coup, bah, cette vision du soccer, bah, elle a évolué au fil des années quand même pour les Américains? Parce qu'on peut prendre le cas de Kansas City, pardon, qui est la plus petite ville à accueillir du coup un match de coupe du monde. Mmh, Certains ouais. pouvaient se dire: «Pourquoi on va là-bas?» mais c'est finalement quand on te lit, c'est quand même un passage obligatoire dans la ville. Tant ils sont passionnés par le foot, là-bas et le football américain aussi bien sûr et le foot là-bas et puis aussi c'est mine de rien la seule ville, à avoir le seul club à avoir une équipe féminine avec son propre stade aux États-Unis et dans le Bah oui, monde. mais c'est ce qui est fou aux US, c'est que pour un point de vue, français, on se dit: «Tiens, dans le Midwest américain, Mmh. comment le soccer il peut être En développé?» plus l'Argentine va jouer là-bas par exemple. En plus, ouais. En fait, on se rend pas compte qu'en fait, depuis des décennies, depuis très, très, très longtemps, Mmh. la région Kansas City et Saint Louis, donc Missouri, qui est juste à côté, donc les 2 États là, sont Ouais, foot depuis toujours. À la base, c'est parti de Saint-Louis, qui est à côté, qui, par l'université locale, elle est très, très connue. À l'époque, il y avait pas vraiment de championnat professionnel, en gros. C'est là-bas qu'on formait les meilleurs joueurs, ouais, c'est en plein milieu des États-Unis, en gros. c'est Qui ça. est une région Saint-Louis et Kansas, voilà, qui est une région, en fait, assez, tu vois, assez agricole, assez mmh, pauvre. Et en fait, ouais, depuis très, très, très longtemps, ils forment parmi les meilleurs joueurs, notamment de l'équipe nationale. Pendant très longtemps, là, même ceux qu'on a vus, dans les années 2000-2010 encore, c'était des mecs qui s'étaient formés à Saint-Louis, en fait. Et donc Kansas, qui est juste à côté aussi, a commencé à se développer, à se développer. Et aujourd'hui, au niveau des jeunes surtout, c'est incroyable. À Kansas City, ça se joue partout, partout, partout. Vous avez des mmh, centaines de clubs, de jeunes. Donc ouais, non, c'est en train de prendre aussi à fond, dans des territoires assez incroyables. Tu vois, typiquement, c'est ce qui est intéressant aux US, c'est que New York, même s'il y a beaucoup de gens qui jouent parce qu'ils sont internationaux, mmh, ben, il y a beaucoup moins de jeunes qui sont en club qu'à Kansas City, en plein mmh. milieu des États-Unis. Donc ah ouais, Et encore une fois, c'est un continent, donc il y a des régions ouais. où C'est ouais, qui ça. sont qui Est-ce sont que c'est différentes. plus abordable aussi parce que, c'est vrai que quand tu es jeune, jouer dans un club là-bas, ça coûte cher, hein, des fois, c'est payer les licences et cetera. Ouais. Comme tu dis d'ailleurs sur, l'extrait, de Dallas Mmh mh. où, le coach de Dallas raconte qu'il y a des jeunes en loisir et après il y a des jeunes en compétition et ceux en loisir payent pour ceux de la compétition, c'est ça, si j'ai bien Ouais, compris? bah, ça, c'est tout le limite, je pense, du système américain, Mmh. qui est ultra capitaliste, jusque dans le sport. Partout, hein, même à Kansas City, partout, jouer au foot coûte super cher. C'est des clubs privés, tout est privé, donc c'est-à-dire, il faut payer aussi le bus pour les gamins pour aller à un terrain. Le terrain, la location est payant aussi. Enfin, il y a aucun, comment dire? Aucun terrain, Gratuité? aucune infrastructure, en fait, publique qui Public, sont, ouais. tu vois, mis à disposition par les villes ou les régions. Rien du tout. Tout est privé, donc tout coûte super, super cher. Donc c'est un peu la limite. Et donc là-dedans, ce que se sont dit les clubs MLS notamment, c'est notamment à Dallas où ils sont absolument, géniaux. C'est la meilleure formation américaine aujourd'hui se trouve à Dallas, à Bien l'académie du sûr. FC Dallas. Mmh. En gros, eux, ce qu'ils se sont dit, c'est que pour notre académie à nous, on va tout faire pour, avoir un système un peu justement binaire là, où on récupère tous les meilleurs prospects, en fait, c'est gratuit pour eux d'avoir accès à l'académie. Donc tous les mecs qui sont censés les gamins qui sont censés être bons, eux, ils Mmh. ont accès gratuitement. Et à côté, pour financer ça, du coup, ils ont un espèce de club récréatif où Mmh. là, ils font de la quantité, où il y a beaucoup de jeunes qui viennent jouer et eux, ils payent très cher en gros, et ça finance l'académie, en gros. Et est-ce que certains peuvent, du club récréatif peuvent passer au club, pro, Bien on va sûr, dire? c'est même aussi le but, c'est que, hein, les Ouais. gamins très jeunes, même de 5 à 6 ans, Mmh. dès qu'ils en repèrent, en fait, sur la masse qui sont potentiellement bons, ils peuvent ensuite signer, gratuitement dans l'académie, C'est pour ça. essayer de devenir pro. Et franchement, ça fonctionne bien quand on voit un peu tous les joueurs qui sont, sortis de l'académie du FC Dallas, Tanner Tessmann qui joue à Lyon aujourd'hui, Weston McKennie à Bien sûr. Juventus, et cetera. Ricardo Pepi, il y en a plein, plein, plein. Ferreira et cetera, ouais. La Tyler Adams. moitié, Ouais. ouais, Tyler Adams. La moitié forme, quasiment l'équipe, mine de rien, directement des États-Unis aussi. Et Adams, pardon, c'est New York Red Bulls, je me suis trompé. oui, oui, tu as raison, ouais, c'est ça. D'ailleurs, on parle oui, parce qu'après il fait Leipzig.
En parlant de l'équipe américaine, j'avais une question, mais qu'est-ce que tu penses de cette équipe américaine, des États-Unis? Pendant la coupe du monde, elle nous a fait un bon visage, je trouve, quand même en 2022. Ouais. Lors de la dernière Copa, elle avait été pas mal, mais on a eu quand même pas mal de déceptions. Là, comment ça se passe, sous Pochettino et pour 2026? Ouais, ouais. Pareil, c'est un peu le même niveau que ma frustration, globale au niveau du soccer. J'ai l'impression qu'il y a toute une génération, on en a parlé, justement qui a été formée aux États-Unis, qui est allée en Europe et on s'est dit: «C'est un peu la golden generation», tu Mmh, vois, aussi. Donc mmh, forcément, ça va être l'équipe qui va devenir incroyable et là, on se rend compte qu'il y a encore tellement de limites, dans cette équipe, au niveau des joueurs, même si les meilleurs jouent dans des grands clubs européens, pas de mmh, souci, mais ils ont pas encore le niveau, ils ont pas encore l'expérience et voilà, c'est une équipe, comme tu l'as dit aussi, qui est capable du meilleur comme du pire, en fait, de mmh, perdre face à des équipes, qui sont vraiment pas bonnes mmh. et de gagner contre de très bonnes équipes donc je pense que là, la coupe du monde arrive très vite pour eux. Il faudra Mmh. déjà se demander s'ils peuvent, passer, sortir des poules déjà, à mon avis et Ouais, s'ils font je sais pas, s'ils font un huitième de finale ou ouais, un huitième à la rigueur. Je les ouais, vois pas aller vraiment très, très haut honnêtement, d'accord. ouais, on verra, Ouais, hein, parce que pourtant, mine de rien, leur meilleur joueur arrive à son prime quasiment. Pulisic? Pulisic, ouais, qui est vraiment un top, top, top joueur, à Milan, Ouais, c'est un très, très McKennie bon qui a joueur, hein. prolongé à la Juve et cetera, mais ouais, il manque encore des joueurs sur le côté, enfin, encore, peut-être, Il y a toujours c'est vrai un même buteur, ouais, le buteur qui devient vraiment décisif, quoi. ouais, bon, moi je pensais vraiment que ça allait être, Ricardo Pepi, quand il Ouais, a signé, j'ai un petit doute d'ailleurs, il a au signé Balogun. Il est au PSV, Pepi. ouais, avant le PSV, il était où déjà? Il a signé en Europe, Heu, il a signé à Wolfsburg. Je crois que c'est ça, non? Il a signé à non, Wolfsburg? Augsbourg, Augsbourg, voilà. Enfin, en gros, Augsbourg, c'était une des plus grosses signatures, ouais, tu vois, d'un joueur qui partait de MLS, ou des bien États-Unis pour sûr. arriver en Europe. Mmh, On s'est vraiment dit que ce joueur-là pouvait être extraordinaire. Il était comparé beaucoup à Lewandowski, un peu sur son style de jeu, ouais. tu vois? Grand gabarit, excellent finisseur. Tu vois? 3-4 ans plus tard, même s'il est encore très jeune, il est au PSV Eindhoven, pas Mmh, forcément titulaire et tout. Balogun aussi, qui est un bon attaquant, naturalisé américain mmh, d'origine anglaise. Ça suffit pas, je pense, pour, enfin, il y a ça et le deuxième point, je pense, qui revient à chaque fois, qui est encore vrai, c'est qu'il y a un manque de culture tactique, ouais. surtout chez les joueurs qui sont formés ici. C'est qu'on forme toujours vraiment des très bons athlètes aux États-Unis, Mmh, multisports, mmh, mais il y a pas encore cette culture, tactique aussi développée qu'en Europe, même en MLS, hein, le jeu est encore moins basé là-dessus. C'est toujours ce qu'on me raconte, même les joueurs qui jouent, les Français qui jouent en MLS, c'est un peu, tous azimuts, quoi. On joue un peu, ouais. au C'est ce physique, à qu'on la m'a raconté rapidité aussi, tu vois? J'ai eu des joueurs, du coup, je connais des joueurs qui ont joué, là, dans le club que je suis actuellement, qui ont fait, il y en a 2 qui ont fait le cursus justement américain aussi, comme avec Jérôme Méhari mmh mh. et les 2 me disaient que, ouais, tactiquement, c'était plus compliqué, aux États-Unis et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas américains dans les universités. Les équipes américaines, il n'y avait pas beaucoup d'Américains finalement, il y avait plus des Français, des Européens, Ça, des, Espagnols. juste pour expliquer aux gens pour qu'ils comprennent aussi, Ouais, c'est tout le modèle du sport américain qui est basé là-dessus, en fait. C'est oui. qu'ici, si on veut percer dans un sport, il faut qu'on soit repéré à peu près au niveau du lycée, de l'université Mmh. et donc heu en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est petit, on joue à plein de sports différents. Le but, c'est d'être un athlète, voilà, un athlète multisport et ensuite, par exemple, si on veut faire du basket, bah, au lycée, on commence à être repéré et cetera. Donc après, on se spécialise très tard, en fait et ça marche pas du tout pour le football, en fait. Le Mmh. football, il faut, comme tu le sais, comme on le sait tous en France, avoir un ballon dès que tu as 3 ans, dès que tu es en âge de C'est marcher ça. et Ouais. essayer de grandir avec ça et c'est pas le cas du tout aux US. Ce qui fait qu'on Oui, arrive avec des mecs qui sont, des athlètes, bah, Tamer Tasman, c'est un super exemple. J'avais écrit sur son histoire avant de ouais. signer pro au FC Dallas d'ailleurs. Il a failli être pro au football américain. Mmh. C'était un kicker de football américain, donc le mec qui met les Ouais, ouais. Bah, le copain de Corbin, Albert, tu sais, la joueuse de Lyon, Corbin mmh mh. Schneider, son Mmh. copain, c'est le kicker de Indiana Colts, au NFL. Donc Ouais. voilà, l'histoire elle est folle, tu vois aussi. Bah, voilà, Tessman, il a failli, il aurait pu faire l'université américaine de football américain et essayer d'être pro. Finalement, il a choisi le foot et heureusement pour lui, mais comme quoi, voilà, enfin, ça dit beaucoup de la formation des joueurs américains, dans le foot encore aujourd'hui, donc il y a encore un chemin qui est tellement énorme à, tu vois, à Ouais. parcourir, hein. Ouais, carrément. Il y a plein d'autres cas aussi après, avec, par exemple, bah, Pat Mahomes, hein, qui fait de la NFL et qui aurait pu faire de la MLB, qui a été drafté en MLB. Pareil pour, Kyler Murray et cetera donc voilà, il y en a plein. On va bientôt finir, juste, Alors je avoir suis une après, ouais. petite, dernière question, il y a
J'ai une question, c'était avec ton recul, comment tu vois l'avenir des sports US dans les médias français? Parce que forcément, tu es connecté aux médias français. Comment tu vois, ouais, l'évolution? Est-ce que les gens vont s'intéresser encore plus au sport US? Un peu moins? Est-ce qu'il y a un délaissement? Est-ce qu'il y a une envie encore plus? Mmh. Bonne question. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'internationalisation du sport américain de plus en Mmh. plus, qu'on le veuille ou non. Dans les des 2 côtés de l'Atlantique, il y a des investisseurs, américains, donc en Europe, pour des clubs, de sport, européens, mais aussi dans les clubs américains. Donc je pense qu'on est, ouais, sur une globalisation de plus en plus. On voit aussi avec la NFL qui commence à organiser des matchs. Il y en aura un à Paris d'ailleurs Ouais, bientôt. ça va être Il y en cool. a il y en a dans le reste du monde, il y en a eu en Angleterre avant. Il y a la NBA Europe qui se lance, donc la NBA qui s'implante aussi en Europe. Donc non, on est sur, je pense, une globalisation et j'ai l'impression aussi, de plus j'en parle avec des Français et plus ils sont calés aussi sur les sports américains, bah, Mmh. comme vous, j'imagine, tu vois? Ces podcasts, par Merci. exemple. Il y a plein de gens en France qui s'intéressent à ça. C'est de plus en plus diffusé aussi et c'est encore ma frustration, c'est que tu imagines en MLS aujourd'hui, quand on est en France et qu'on veut voir le championnat, c'est un peu compliqué, non? Enfin, je sais pas, quel est ton En fait, là, par contre, cette année, j'ai l'impression qu'ils ont changé les horaires parce qu'on a sur les 2 premières journées, je crois qu'on a 3 matchs entre 21h30 et 22h30 qui commencent le OK. samedi, donc ça, c'est très bien. Ah OK, bon Pareil, ça va mieux. le dimanche, on a un match très tôt vers 20h30. Par contre, le multiplex, c'est, entre 2 heures du mat et 4h30, les heures de commencement des matchs, donc tu vois, ça, c'est assez compliqué pour, la nuit de samedi. Après bon, voilà, mon collègue, il me dit: «Bah, moi, je me lève le dimanche matin, je me mate le multiplex et après je regarde téléfoot», par exemple, voilà. Donc on a ça et le dimanche, c'est à minuit. Mais je veux dire, le fait qu'ils aient quand même adapté quelques horaires, pour les Européens, Ouais, c'est c'est pas bien. mal. Tu vois? C'est pas mal, ça change, voilà. C'est marrant parce que moi, dans l'autre sens, ça me fait penser que moi, je me lève pour, regarder les matchs des Verts. Oui. Des fois le samedi matin à 6 heures du matin à San Antonio pour regarder un match pourri de Saint-Étienne en Ligue 2, mais Ouais. voilà, quand on est fan, on est fan, qu'est-ce que je te Ouais, dise? je suis d'accord. Ouais, bah, toi, tu as de la chance, c'est souvent le samedi à 20h, Saint-Étienne. Donc ça fait, C'est vrai, l'après-midi, début d'après-midi pour toi, quoi. c'est vrai, Mmh. c'est vrai. J'avais quelques 2-3 petites questions sur le livre, en vite fait là. Est-ce qu'il y a une personnalité que tu aurais aimé avoir dans ton livre et que tu n'as pas eu? Bah, ouais, franchement, ma frustration là-dessus, c'est, Thierry Henry. Parce que j'ai OK. essayé pendant des semaines, j'ai eu son contact, j'ai parlé à des gens autour de lui et tout et jusqu'à la dernière minute, j'ai espéré l'avoir et ça a été très compliqué. Finalement, ça s'est pas fait. C'est le problème aussi d'un livre, c'est que sur un comment dire? Sur un article, on peut forcément repousser l'article jusqu'à avoir l'accord et C'est tout. ça. Là, j'avais une deadline précise, donc à un Mmh. moment donné, si ça marche pas, ça marche pas. Et ouais, Thierry Henry forcément parce que voilà, icône Pour New française, York? donc qui a joué en MLS. Pas que New York, parce qu'il a été aussi, entraîneur à Montréal. Montréal, bien sûr. Aujourd'hui, il est sur, CBS Sport et qu'il parle tous les jours, à une, sur une chaîne américaine en fait, même si c'est Bien sûr. de Champions League. Mais voilà, ça aurait été évidemment un témoignage, je pense, super intéressant et super éclairant parce qu'il connaît beaucoup de choses. Donc oui, oui, il y avait lui. Et puis quoi sinon? Frustration, oui et non, parce que Hugo Lloris, du coup, je l'ai vu à Los Angeles. Mmh. J'en ai Il parlé joue évidemment dans avec. Ouais, j'en ai parlé dans le livre, mais par contre, je l'ai fait pour, France Football. Donc ça sortira Oui. bientôt là, mais j'ai pu l'avoir, dans un sujet un peu global justement sur, Los Angeles, ville de foot à l'approche de la coupe du monde, avec la Mmh. petite photo avec, Hugo Lloris. Donc super, hein, forcément légende des Bleus, qui nous a tous fait rêver donc ouais, j'ai fini par l'avoir en interview, mais c'est pas dans le livre, mais bon, ça sera en tout cas bientôt dans Ah, France Football. c'est cool. Bah, du coup, je t'avais dit, un joueur que tu aurais aimé avoir, bah, du coup, c'était Hugo Lloris et Et Titi. Thierry Henry, ouais. Le meilleur intervenant dans le livre selon toi? Celui qui apporte peut-être le plus de Mmh. ouais, de choses, de qualité? Intéressant. On en a déjà parlé, je pense, mais Frédéric Lipka, forcément, Mmh. parce que c'est un des premiers mecs que j'ai rencontré ici et qui a une vision vraiment globale de tout, l'information, les clubs, qui est vraiment, vraiment, pour le coup, lui, c'est un vrai talent dans le coaching et le développement des jeunes. Donc, discuter avec lui, en général, je vous garantis que c'est super intéressant et passionnant. Jérôme Méry, pareil, parce que voilà, il a un point de vue aussi un peu global sur les transferts, etc. Et c'est devenu un ami aujourd'hui. On est assez proches, donc c'est assez cool de parler avec lui régulièrement, Mmh. même des coulisses sur Griezmann et sur le reste, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc ouais, je pense ces deux-là. J'essaie de réfléchir à d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres forcément, mais ouais, bah, Eugénie Le Sommer aussi, de l'avoir en interview. En plus, elle est adorable, elle est vraiment gentille
et on sent que son aventure américaine, ça l'a vraiment marqué, quoi. Elle a vraiment aimé. Ok. Même ne serait-ce que, tu vois, culturellement, elle, pour le coup, dans la région de Seattle, elle m'a beaucoup parlé de tout ce qu'elle allait faire, ses randonnées, ses visites. C'est ça aussi, hein, tu vois, l'aspect un peu hors foot aussi qui fascine les gens. Et là, le Summer, pour le coup, elle a vraiment kiffé. Donc, ouais, non, il y a plein de. Je pense à plein de choses, hein. Franchement, même un petit Ouais. journaliste local à Nashville, tu vois, Oui. qui a suivi le développement Mm. du club, comment il s'est créé. Il suivait le club quand le club était en division 3, puis C'est division ça, ouais, 2. tu Puis l'expliques, après, ouais. il me racontait même qu'il était aux réunions de la mairie pour, euh, pour le lancement du nouveau stade, etc. Donc, des mecs très niches, mais qui suivent à fond l'actu locale de leur club. Ouais. Vraiment, plein de gens, franchement, plein de gens fascinants. Dommage, Eugénie, elle a pas joué aux Seattle Sounders. Elle aurait enfin pu porter du vert, du coup. Ouais, c'est vrai, pas faux. Mais elle était pas loin, hein. Le Ouais, club était à le Seattle Reign, c'est à Tacoma, donc c'est à ouais, ouais, 45 minutes de Seattle, ouais, au sud. ouais. Et dernière question, une ville que tu n'as pas faite et que tu aurais aimé faire ou en tout cas en parler dans le livre? Ouais, bah, c'est une très bonne question parce que déjà l'arbitrage, en fait, j'ai fait 15 villes, en gros, et ça a été très compliqué de où est-ce que je vais, où est-ce que je vais pas. Donc tout ce qui est, tu vois, Boston, Philadelphie, même si je dis un petit mot sur Philadelphie pour dire pourquoi je m'y suis pas arrêté, mais que j'aurais pu Mmh, m'y arrêter. mmh. Parce que pareil, Philadelphie, par exemple, c'est une ville qui, de plus en plus, qui pue le foot, où ça joue, Oui, même dans les rues et tout, et qui a un super club et qui a une super académie ouais. aussi. Donc Philly, j'aurais bien aimé en parler, mais je Ouais, connais avec déjà aussi. les frères Sullivan, ça aurait été sympa, ouais. Ouais, exactement, ouais. Et puis il y a eu les frères Aronson avant aussi. Oui, bien sûr, Paxton et Boston, pourquoi? Brendan. Parce que forcément, j'aurais pu raconter un peu aussi l'histoire du foot là-bas, parce que l'équipe de France qui arrive bientôt en mars, là, et puis il y aura des matchs aussi dans la région de Boston, Mmh. même si elle est moins passionnante, je trouve. Mais ouais, non, je pense que Philly, surtout, c'était important. Et puis je pense qu'il aurait pu être intéressant aussi, c'est parler de San Antonio, tout simplement, parce que mine de Mmh, rien, la culture foot ici, je la connais, et donc, mmh, elle est très latino, très mexicaine. mmh. Je te disais au début que je continue à jouer au foot aussi, donc moi, je joue toutes les semaines ici. Même Wemby, pour refaire le Ouais, parallèle basket-foot, ouais, lui, il est très fan de foot et il joue des fois au foot aussi à San Antonio, là. mmh. Donc, ouais, j'aurais pu raconter un peu et parler de San Antonio. J'ai un ami aussi pour finir à San Antonio qu'on connaît pas mal aussi en France, c'est Mathieu Deplagne, ancien arrière droit de Montpellier, Oui, champion je de France avec Giroud, qui a joué à la Champions League et qui vit maintenant à San Antonio parce qu'il a fini sa carrière à San Antonio. Donc, le OK, club de l'USL, San Antonio FC. ouais, C'est devenu un OK, ami très proche, donc pareil, on parle de toute sa carrière régulièrement et de ce qu'il fait OK, aussi aujourd'hui, parce qu'il est encore coach de foot ici. Donc tu OK, vois, il y a plein de choses à raconter dans plein de villes, encore une fois. ouais, C'est tellement grand les US, c'est qu'il ouais. y a tellement de choses à raconter sur le foot. Il y a une, enfin, il y a juste une ou 2 villes où je pense que ça aurait été aussi intéressant et qui est dommage. Bon, c'est les plus petits marchés, mais c'était, du coup, le duo Cincinnati-Columbus qui est tous les 2 dans l'Ohio, Ouais, bien le sûr. Hell is real, je crois qu'ils appellent ça le derby. Le fait que, Cincinnati arrive, Columbus, jusqu'à la dernière seconde, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse ouais, Columbus, Nashville, Columbus. Et en fait, la partie culturelle, pour avoir juste jeté un œil à Columbus, à part pas vraiment le club en tant que tel, super oui, d'ailleurs, mais le reste, je mmh, sais pas trop quoi raconter malheureusement. ouais, d'accord, je Pas la ville comprends. de l'année, alors que Nashville qui est Ouais, pas très, très loin, fabuleux. Donc Columbus, je l'ai pas fait, tu as raison, mais j'aurais pu le mmh. faire concrètement. Ouais, parce qu'il y a eu l'histoire aussi, ils ont failli le délocaliser et grâce aux fans, ils ont réussi Ouais, à gagner et derrière, ils ouais. gagnent 2 titres en 3 ans, donc plus l'histoire avec Wilfried Nancy. D'ailleurs, tu as vu, Wilfried, tu l'as rencontré, Wilfried Nancy? Ouais, je l'ai rencontré, sur un match à l'extérieur, je me souviens plus où, mais dans le conférence d'après-match, on avait discuté, Mmh, et bah, OK, super sympa aussi et mmh, j'en ai aussi beaucoup parlé avec Jérôme Méhari parce que voilà, ouais, ils sont proches aussi et OK, super entraîneur talentueux donc j'espère qu'il va rebondir et ouais. Bah, on ça parlait verra. un moment à Saint-Étienne. À un moment, ça en parlait Ouais, beaucoup. j'ai vu des rumeurs, c'était avec grand Mmh, plaisir, hein, de lui donner une ouais, chance. c'est sûr. Il Ouais, faut, je hein, comprends. faut l'essayer, un de ces 4, ouais. Bon, merci beaucoup Maxime. Pardon. Je rappelle du coup le livre Road Trip Soccer aux éditions Amphora de Maxime et vous pouvez le retrouver sur la Fnac, c'est ça? Au prix de 23,99 € si je dis pas de bêtises? 29,99 je crois, OK, ou ouais. d'accord. Ouais, d'accord. Voilà, merci d'avoir pris du temps. Bon, on a été beaucoup plus long que prévu, mais c'était super passionnant